Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez rare en urbex, pas juste de lieux abandonnés ou de ruines figées dans le temps, mais de lieux que j'ai connus, délaissés, et qui aujourd'hui sont en train de basculer vers autre chose. Parce qu'en urbex, on parle souvent de disparition, de fermeture, de démolition, mais parfois l'histoire ne s'arrête pas là. Parfois un lieu survit, change de fonction et renaît. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec 4 lieux que j'ai explorés. À chaque fois, on va remonter le fil du temps, depuis la naissance du lieu, ce qu'on y faisait, pourquoi il a été abandonné, et ce que j'y ai retrouvé en exploration. Et surtout, ce qu'il est en train de devenir. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite par le premier spot. L'hôpital Saint-Jean. Alors l'histoire de l'hôpital Saint-Jean de Lagny-sur-Marne remonte au 19e siècle. Le site hospitalier s'est développé par couches successives, ce qui explique pourquoi on y voyait à la fois des bâtiments anciens en pierre meulière et des parties beaucoup plus tardives issues des extensions du 20e siècle. Pendant des décennies, cet hôpital a été un lieu central pour tout le secteur. On y venait pour se faire soigner, pour accoucher, travailler ou bien accompagner des proches. C'est le genre d'endroit qui dépasse la simple fonction médicale, car dans une ville, un hôpital devient vite un morceau de vie et d'histoire collective. Et à Lagny, ce morceau d'histoire a duré très longtemps, jusqu'à ce que la carte hospitalière locale soit profondément réorganisée, puisque fin 2012, l'hôpital ferme ses portes et le centre hospitalier de Jossigny prend le relais. Le site de Saint-Jean se retrouve alors vidé de sa fonction première, et moi ce lieu, je l'ai pas connu seulement abandonné. Donc quand je le reparcours après sa fermeture en 2014, honnêtement, ça me prend aux tripes. Parce que là d'un coup, c'est pas juste un spot urbex, c'est un endroit que j'ai vu vivant et que je retrouve dévasté avec encore plein de choses à l'intérieur. On a des dossiers médicaux, des biopsies, du matériel et divers objets laissés sur place, c'est comme si tout avait été abandonné du jour au lendemain. Et petite anecdote, il y avait même une morgue, avec ses frigos et son espace mortuaire, là où on pouvait aller voir les défunts avant l'enterrement. Un an après mon exploration, l'ancien hôpital accueille un événement de street art où des graffeurs réalisent des œuvres sur plusieurs façades et à l'intérieur des bâtiments. Et évidemment, j'étais présent. Mais je me suis bien gardé de dire que j'y étais allé 4 fois auparavant en mode sauvage pour l'explorer tout en déjouant la sécurité. Car oui, il se trouve que pour échapper aux gardiens, je m'étais planqué pendant au moins 30 minutes dans des toilettes. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Après cet événement éphémère, tout s'accélère. Un projet de réaménagement voit le jour et une phase de démolition commence en 2016 pour une durée de 2 ans. Mais tout n'est pas rasé de la même manière. Les bâtiments les moins adaptables sont démolis, tandis que les édifices les plus remarquables, notamment les anciens bâtiments en meulière, sont préservés. Aujourd'hui, le parc Saint-Jean couvre 13 hectares, avec à terme 850 logements, un parc public de plus de 5 hectares, une maison de santé, un EHPAD et des commerces. Une partie de l'opération est d'ailleurs déjà livrée. L'achèvement total est prévu pour cette année ou en 2027. Donc ce lieu où pendant des générations on est venu faire naître des enfants, souffrir, guérir, travailler, il devient maintenant un quartier habité. Il ne disparaît pas complètement, il change juste de rôle tout en conservant ses bâtiments historiques. Et ça, forcément, on aime. Le sanatorium d'Incourt. Incourt, c'est un lieu qui raconte à lui seul toute une époque. On est au début des années 30, la tuberculose fait encore des ravages et c'est un problème sanitaire majeur. C'est dans ce contexte que le département décide de créer à Incourt une véritable maison de la cure, construite entre 1931 et 1933. Le complexe est pensé comme l'un des plus vastes ensembles de ce type au XXe siècle. À l'époque, soigner la tuberculose, ce n'est pas seulement administrer un traitement, parce que les antibiotiques n'existent pas encore. On mise alors sur le repos, la lumière et l'air pur, mais aussi sur l'isolement des malades. Toute l'architecture du sanatorium découle de cette médecine-là. De longues façades ouvertes, des terrasses de cure, une orientation qui maximise le soleil, on parle parfois d'architecture paquebot. Et franchement, on comprend pourquoi. Mais Incourt, ce n'est pas seulement une histoire de soins, c'est aussi une histoire de basculement politique. Car en octobre 1940, un pavillon est réquisitionné pour devenir le premier camp d'internement administratif de la zone nord. On est alors en pleine Deuxième Guerre mondiale et des centaines de prisonniers politiques y passent. Au total, c'est environ 1500 internes qui seront détenus à Incourt entre 1940 et 1942. Et nombre d'entre eux seront ensuite déportés. Le lieu conçu pour soigner devient alors un lieu d'enfermement. Après la guerre, le sanatorium rouvre en 1946, puis les antibiotiques changent la donne. La tuberculose recule et la vocation initiale de ce lieu s'efface.
Le site est progressivement réorienté et ferme définitivement par étapes entre 1987 et 2001. Et quand j'explore le sanatorium en 2008, ce qui frappe, c'est déjà l'état de dévastation du lieu. Ce sanatorium, c'est un petit peu le Disneyland des endroits abandonnés. À l'époque, il était très populaire et surfréquenté, ce qui a très vite dégradé le lieu. Mais c'était une de mes toutes premières explos et le fait d'être dans un lieu chargé d'histoire avec cette architecture atypique suffisait à me combler. Alors pourquoi je vous présente ce lieu dans cette vidéo ? Eh bien parce que cet ancien sanatorium va avoir un avenir. Un programme de 66 logements collectifs devrait voir le jour sur environ 4700 m² de surface de plancher. Les travaux ont été engagés dans une logique de restauration patrimoniale. Et ce qui est fort à un court, c'est qu'on ne réhabilite pas juste un grand bâtiment vide, on réhabilite un lieu qui a concentré à lui seul la peur de la maladie, l'obsession hygiéniste des années 30, un épisode sombre de l'occupation, puis le lent recul d'une médecine devenue obsolète. Et c'est au milieu de toutes ces couches d'histoire que viendront vivre de futures familles. Est-ce qu'elles seront au courant de tout ce qui s'est joué ici ? Ça, c'est encore une autre question. Petite pause avant la suite, si ce concept vous plaît, où on part découvrir des lieux abandonnés et où on va comprendre ce qu'ils deviennent, pensez à vous abonner à la chaîne et jeter un coup d'œil à ma playlist d'enquête où je mène des investigations de terrain, je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, on reprend. La caserne Sully. Son histoire commence sous la Restauration. Le bâtiment principal est élevé entre 1825 et 1827 sous Charles X pour loger la 5e compagnie des gardes du corps du roi. Le site est placé au bas de la rampe conduisant au domaine de Saint-Cloud, qui est alors un lieu central du pouvoir exécutif. Au rez-de-chaussée, on trouve une écurie pour 200 chevaux et dans les étages, des chambres pour près de 300 hommes. Après 1870, le bâtiment est endommagé dans le contexte de la guerre franco-prussienne. Il est ensuite restauré et occupe successivement différentes fonctions militaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la caserne est occupée par la Wehrmacht. Et après 1950, elle change complètement de nature. Elle devient un site de bureau pour la Direction Générale de l'Armement, la DGA. C'est un lieu de pouvoir militaire, d'ingénierie, d'armement et d'administration sensible. Et ça, quand j'explore le site, je le ressens directement. J'entre dans des salles de conférences où des affaires sensibles étaient évoquées, mais je tombe aussi sur des films Super 8 dont je n'ai pas vraiment compris l'utilité. Alors pas besoin d'inventer des histoires d'espions pour sentir que ces murs ont abrité des décisions importantes. L'armée quitte finalement les lieux en 2008 et le département des Hauts-de-Seine rachète la caserne à l'État en 2016. Un premier projet pour les archives départementales est abandonné et c'est finalement un musée qui s'impose, le musée du Grand Siècle. Derrière ce projet, il y a une rencontre entre le département des Hauts-de-Seine et Pierre Rosenberg, qui est un ancien directeur du Louvre et qui a fait une donation extraordinaire, plus de 3500 dessins, 670 tableaux et une bibliothèque de 50 000 ouvrages dédiés à l'art du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs un architecte reconnu qui a été choisi pour transformer la caserne en musée. Les travaux ont déjà commencé et l'ouverture est prévue autour de 2026-2027. Même si on sait que sur ce genre de chantier, les dates de livraison ont tendance à bouger. Le hasard de Chérat. C'est une page de l'histoire industrielle de Liège en Belgique que vous connaissez forcément. Et pour bien raconter ce lieu, il faut rappeler une chose. Au 19e siècle et pendant une grande partie du 20e, la Belgique est l'un des grands territoires du charbon européen. Le charbon, ce n'est pas juste une ressource, c'est l'énergie qui alimente les usines, la métallurgie, les locomotives, bref, toute l'économie lourde. Dans cette époque-là, un charbonnage, ce n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un centre nerveux de la modernité industrielle. Et le hasard de Chérat commence à exploiter la houille dès 1850. Dans les années 30, le site est alors à son apogée et il emploie environ 1500 personnes. C'est juste énorme. Et quand j'y arrive en 2015, ce qui me saute aux yeux, c'est le chevalement. Il sert à guider les câbles d'extraction qui font remonter et descendre les cages. C'est par là que passent les hommes et le charbon. Autour, tout un monde s'organise. Les salles des machines, la lampisterie, les douches, les vestiaires, les guichets des payes, la cité minière, bref. Quand j'explore le hasard de Chérat, je ressens immédiatement tout le poids de cette histoire. Et les dangers permanents auxquels étaient exposés les mineurs. Car le site n'a pas échappé aux catastrophes. Un accident est survenu en 1962 faisant 4 morts. Alors pourquoi ce site s'est arrêté dans les années 70 ? Eh bien parce que c'est à cette époque que tout le modèle économique du charbon s'effondre. La concurrence d'autres énergies, le coût d'exploitation des gisements européens et la crise structurelle de l'industrie charbonnière rendent ces sites de moins en moins rentables. À Chérat, l'extraction cesse et le site ferme définitivement en 1977.
Au moment de la fermeture, il employait encore 481 personnes. Et après cela, le lieu entre dans une autre histoire, celle du pillage, des démantèlements et des protections patrimoniales. Certaines parties sont envoyées à la ferraille, mais des arrêtés de protection sont pris à partir des années 80-90 pour sauver ce qui peut l'être. Et c'est seulement depuis ces dernières années que le lieu entrevoit un réel avenir. Car une société a racheté le site en 2019 et porte un projet de reconversion ambitieux. Côté charbonnage, nous aurons une restauration des bâtiments classés, des bureaux de coworking et une trentaine de logements. Et de l'autre côté de la route, un écoquartier avec 69 maisons, 22 appartements et un parc urbain ainsi qu'un potager communautaire. Les permis viennent d'être délivrés début 2025 et les travaux démarrent. Alors ce qui est beau à Sherat, c'est que le site ne va pas juste être nettoyé ou neutralisé. On parle de restauration et de réaffectation des bâtiments classés. Autrement dit, on essaie de faire tenir un ensemble de deux choses qui s'opposent souvent, la mémoire industrielle et la vie de demain. Alors je reste prudent sur le calendrier, car la livraison finale est espérée vers 2027-2030, mais si vous êtes du coin et que vous ne passez pas très loin du lieu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des infos plus récentes. Et voilà, ces 4 lieux ont tous connu leur heure de gloire avant de sombrer dans l'abandon. Mais là où d'autres finissent démolis, ces 4 lieux, eux, vont avoir la chance de revivre. Alors pas comme avant, mais autrement. Et c'est peut-être ça au fond la vraie question que ces lieux nous posent. Est-ce qu'on sauve un endroit en le laissant figé, ou est-ce qu'on le sauve en acceptant qu'il change? Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous laisse avec une autre qui va sûrement vous intéresser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.